Salut à tous pour une nouvelle vidéo de Quiz 9. Aujourd'hui, pour l'été, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. On va regarder un iceberg des langues romanes. Alors venez avec moi. Et déjà, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'iceberg? C'est un format qui représente plein d'informations censées être de la plus normale, la plus accessible, celle que tout le monde connaît, à la plus profonde, la plus mystérieuse. Et j'ai trouvé sur Reddit quelqu'un qui a fait un iceberg, donc des choses les plus mystérieuses, sur les langues romanes. Allez, c'est parti! On commence par le niveau le plus évident de l'iceberg. Donc, on nous dit français, latin, espagnol, italien, simplement les grandes langues romanes. Les langues romanes, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est simplement les langues qui descendent du latin. Donc, le français, l'espagnol, et on en verra d'autres au fur et à mesure. Alors, la première chose bizarre, on nous dit are, ire, ere, tout simplement les trois grands groupes de verbes dans la plupart des langues romanes. Il y en avait un peu plus en latin. Et c'est ceux qui sont restés, donc les verbes en are, c'est ce qu'a donné les verbes en et en français, mais en ar en espagnol, etc., etc. Bon, d'accord, jusque-là, rien de choquant. Ensuite, personne ne sait comment le latin était prononcé. Non, mais en fait, on sait assez bien comment le latin était prononcé, en tout cas par l'élite romaine de l'époque classique, hein, donc du 1er siècle avant et du 1er siècle après, on sait assez bien, ok. Les voyelles nasales du français, ça aussi, ça fait partie des choses qui peuvent tout de suite sembler bizarres, c'est qu'on n'a pas de voyelles nasales en latin, ou alors, on verra ça plus tard, mais en français, on a des voyelles nasales, par exemple un, on, en, qui sont pas des sons si communs que ça, sans avoir une nasale en tout cas derrière, donc ok. Des noms genrés, effectivement en latin, on a quoi? Bah, comme en grec ancien, du neutre, du masculin et du féminin. Aujourd'hui, dans la plupart des langues romanes, on n'a plus que le masculin et le féminin. Hein. On va voir si, en s'enfonçant dans les abysses, on trouve autre chose. Ok, on dit les gestes de la main, donc ça c'est par rapport à l'italien. Ok, bon, rien de terrifiant. Ils ont mis Discovering French en petite image. Rentrons maintenant dans le deuxième niveau des abysses, on s'enfonce un peu plus profondément, on va voir des choses qui ne sont pas connues de tout le monde. Alors qu'est-ce qui nous a concocté ce Redditeur? Ah là on a d'autres langues, donc dans les autres langues on a le portugais, qui c'est vrai, alors c'est pas qu'il est forcément moins connu, mais quand on pense langue romane, on pense souvent français, latin, espagnol, italien. Le portugais ça vient un peu après, comme le roumain, on dit d'ailleurs aussi le roumain. Alors, ladine, ça peut vouloir dire deux choses, ça peut être ladino, ça peut être la langue des juifs qui ont été expulsés d'Espagne, donc une langue très proche de l'espagnol, mais ça peut être aussi une langue du nord de l'Italie, là je ne sais pas, de laquelle ils voulaient parler. En anglais, j'imagine que c'est celle du nord de l'Italie. Le sicilien, qui est effectivement assez, enfin une ou plusieurs langues à part entière. Hein. Il y a des innovations dans les langues du sud de l'Italie qui ne sont pas partagées par celles du nord du tout, donc on peut tout à fait parler de branches différentes. Ok. Alors, ensuite on nous dit, en latin, était nasal. Donc au lieu d'avoir on aurait on. Ce qui est vrai, effectivement, on pense que le latin a eu une certaine nasalité et de toute façon a perdu le m final. Donc on n'a pas gardé ça dans l'espagnol parce que tous les mots qui se terminent par en espagnol, bah, ça se termine par o. En italien aussi, pas par on. Donc de toute façon, à partir du moment où on a perdu la consonne nasale, le M, on a perdu aussi la nasalité. Là, on commence à rentrer dans les abysses, donc le latin, certes, on pouvait le prononcer donc, comme on prononcerait le français aujourd'hui, mais ça, c'est la prononciation qu'on appelle traditionnelle. Il y a aussi une prononciation qui s'appelle la prononciation classique ou restituée, qui est en gros comme on pensait qu'il parlait. Et l'autre encore, c'est la prononciation ecclésiastique, en gros comme si c'était de l'italien. Donc le latin, quand on veut le prononcer, on a plusieurs choix, il y a plusieurs possibilités. Ensuite, on commence à rentrer aussi dans les classifications des langues. Langue d'A, d'Oil et de Si. Donc là, c'est par rapport à Dante qui a catégorisé. Alors lui, il vient d'une époque où on parle encore assez bien latin, on connaît assez bien le latin quand on est lettré, quand on fait partie du clergé aussi. Et donc il s'est bien rendu compte que c'était des langues qui descendaient du latin, le français, l'espagnol, l'italien. Et il va parler donc de langue d'O, donc les langues d'oc du sud de la France, l'occitan, etc., qui utilisent hoc pour dire si. Hoc, ça vient d'ailleurs du latin cela. D'oil, qui vient de hoc-il-est, encore cela, cette chose, qui a donné oui, hein, oil, oui, oui en français. Et langue de si, là c'est les langues du sud de la France, mais plus du côté de l'Italie, donc dont fait partie aussi l'italien. Le niçois, si je ne m'abuse, peut-être que je me trompe. Ensuite on dit Raman spoke Greek, les latins, en tout cas éduqués par les Grecs,
Oui, je pense que c'est assez connu. Plus and magis. Alors là, on dit, pourquoi on dit plus and magis? En latin, pour dire plus, on a deux moyens. Plus, qu'a donné en français plus, mais aussi magis, qui va s'utiliser plutôt dans d'autres contextes, et qui veut dire plus, qui a donné masse en espagnol. Là, on voit que quand on a plusieurs choses pour dire à peu près la même chose dans une langue ancêtre, bah, certaines langues descendantes vont perdre l'une des deux, mais ça ne va pas forcément être la même. Donc par exemple, certaines langues ont gardé seulement le plus, comme le français, et en tout cas dans le sens de plus 2, et d'autres n'ont gardé que ma. Il me semble qu'en occitan, on a les deux. On a plus et maïs, mais peut-être que je me trompe. Là, on nous dit le français. Bien que son orthographe semble extrêmement difficile à déchiffrer quand on ne connaît pas trop le français. Alors si vous êtes francophone de naissance, vous en rendez peut-être pas compte, mais quand on prend un peu de recul, l'orthographe du français, franchement, on est dans quelque chose d'assez difficile à, disons, à apprendre. Ça prend plus de temps que d'apprendre l'orthographe de l'italien ou de l'espagnol. Mais là, on dit, cependant, à une époque, l'orthographe du français était, disons, en correspondance avec sa prononciation. Alors pour autant, il n'était pas fixé. Donc avec sa prononciation, selon l'endroit où on était, on va avoir un orthographe différent. Mais globalement, si on écrit une lettre, on va plutôt la prononcer. Alors honnêtement, oui, c'est pas vrai à 100% ça. Mais intéressant, puisque globalement, oui, c'était beaucoup plus proche de la prononciation que ne l'est l'orthographe du français d'aujourd'hui. Alors, on nous dit aussi que les formes du futur sont en fait un infinitif plus une forme du verbe avoir. Effectivement, en latin, on n'a pas du tout ce futur en ai, as, a qu'on a par exemple en français, en espagnol, en italien. Hein. J'aimerais, tu aimeras, etc. Non, on dirait amabo, amabis, amabit, amabimus, amabitis, amabunt. Donc, on a complètement perdu celui-là. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une langue romane qui l'a encore, je ne sais pas. Mais on a créé un nouveau en disant aimer, j'ai à aimer, si vous voulez. Donc, ça va arriver plus tard. Donc, amare, abeo, qu'a donné j'aimerais. Et effectivement, les futurs ne viennent pas du latin directement. Ils viennent d'un auxiliaire latin et d'un infinitif latin. Mais c'est pas quelque chose qu'on trouvait en latin classique. Passons maintenant au troisième niveau. Alors apparemment on est sur le niveau de l'Antiquité, on dit plusieurs choses. Puer, pueri, qu'est-ce qu'il y a de bizarre là-dedans? C'est que on pourrait penser, quand on voit simplement le début, puer, que c'est une troisième déclinaison. Or il n'en est rien, c'est de la deuxième, et ça devrait être puerus, logiquement. C'est un des trucs qu'on apprend quand même si vous faites du latin dès le début, donc c'est pas choquant, c'est plutôt de savoir le pourquoi on a ces mots comme ager, puer, qui est un peu plus compliqué, et on doit remonter à l'ancêtre du latin. Ensuite, arma virumque cano, donc ça c'est le début de l'Énéide, de Virgile, donc en latin, donc ça doit être le texte latin le plus connu, j'imagine. Ok, on est qu'au milieu de l'iceberg. Le portugais est un dialecte du galicien. Les deux langues sont très très proches et ça, honnêtement, je ne saurais pas en dire grand chose. Si vous en connaissez plus, mettez en commentaire qu'est-ce qui est intéressant là-dedans. Moi, je ne m'y connais pas. Le latin a encore des locuteurs natifs. Ça, c'est vrai, techniquement, il y a des gens qui ont appris le latin à leurs enfants. Hein, ça existe. Le romanche, alors le romanche, c'est pareil, c'est une langue qui est assez intéressante, qui est plutôt parlée en Suisse, et qui a quand même pas énormément de locuteurs, mais qui est bien une langue romane, qui est dans son groupe, qui a ses propres particularités, qui a été beaucoup influencée par les langues germaniques. Hein, comme on est en Suisse, c'est logique. Alors là, j'avoue, Gemination, pour le coup, là, je sais pas de quoi il veut parler. L'alphabet latin est dérivé de l'étrusque, ça, jusque-là, ça va. On a mis en miroir les lettres. Et là, quelque chose d'intéressant, c'est les langues romanes, le français, l'espagnol, etc., ne descendraient pas du latin, mais du latin classique. Sous-entendu, effectivement, ils descendraient du latin vulgaire. Ça, c'est assez intéressant parce que qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on est l'ancêtre du latin classique et l'ancêtre du latin vulgaire. Et que de cet ancêtre, on puisse remonter et le latin classique et les langues romanes, mais que les langues romanes ne descendent pas du latin classique. Elles descendraient du latin vulgaire. Alors là, tout dépend de ce qu'on veut désigner par latin vulgaire, mais en tout cas, c'est certain, il y a plein d'innovations qu'on ne retrouve pas dans le latin classique, et vice-versa. Ça implique aussi quelque chose, c'est que le latin classique, ça serait une langue vraiment faite pour l'écrit, faite pour la déclamation, une langue un peu artificialisée, comme on peut avoir le sanskrit en Inde, ou même l'arabe classique, c'est une langue donc littéraire. Elle a des particularités spéciales qui n'étaient pas partagées par tous les locuteurs du latin en général. Je ne sais pas si c'était très clair. Phonemic vowel length, là c'est si on fait du latin justement avec la prononciation restituée, comme on pense qu'il parlait à l'époque, on est obligé de faire la différence entre A et A, I et I.
C'est-à-dire qu'il y avait toujours la voyelle longue et la voyelle courte. Et dans un mot, on va voir tel ou tel. On ne peut pas changer. Par exemple, amare, c'est pas amare. Ce ne serait pas le même mot en latin avec la prononciation restituée. Pourquoi on le sait ça? Parce qu'on va me dire, bon, le marquez pas forcément. C'est surtout parce qu'un A long ne va pas donner la même chose qu'un A court dans plein de langues romanes. Pareil, un I long ne va pas donner la même chose qu'un I court. Hein. Donc on le sait qu'il y avait des différences de longueur. Pensez au japonais. En japonais, on a aussi des différences de longueur hein, qu'on va marquer de plusieurs manières dans la transcription, entre O et O. On passe à la troisième partie, là on commence vraiment à s'enfoncer dans les tréfonds de l'iceberg, là il y a plein de choses que je ne connais pas. Donc là on dit la perte des cas. Bah, ça c'est simple, en latin on a beaucoup de cas, c'est-à-dire on a des terminaisons accrochées à des mots qui nous indiquent la fonction du mot dans la phrase. En français on n'a plus ça, vous remarquez. On a encore ça un peu en roumain et dans d'autres langues romanes, mais la plupart des langues romanes se sont débarrassées des cas et ont plutôt favorisé un ordre des mots rigides. Donc là d'accord, on nous dit la préférence de l'accusatif, puisque dans tous ces cas, on pourrait se dire, ok, le cas nominatif, c'est le cas du sujet. On peut dire, bon, on vire tous les autres cas et on garde que le sujet. Il y a des langues qui font ça. En français, en espagnol et en italien, même s'il y a débat, c'est plutôt l'accusatif qu'on a pris. Donc effectivement, c'est intéressant, on a gardé le cas de l'objet. L'apocope gallo-romane, alors là, je ne sais pas ce qu'il veut dire, je pense qu'il veut juste dire qu'on a perdu la dernière syllabe de la plupart des mots dans les langues gallo-romanes. Quand en espagnol, on a un mot qui se termine par O, en français, il se termine souvent par rien. Est-ce que c'est de ça dont il veut parler? Je ne suis pas sûr. Alors là, un sujet aussi intéressant, qui est beaucoup sujet à débat, c'est quelle variété de latin ou descendante du latin était parlée en Afrique du Nord. Donc on sait qu'à Carthage, etc., il y avait du latin qui était parlé, mais quelles étaient exactement ses particularités? On a quelques textes d'écrivains de l'époque classique et après impériale de cette région. Mais certains pensent qu'on a parlé un idiome qui descendait du latin jusqu'au XIIe, XIIIe, voire même XIVe siècle. Mais on n'en a presque aucune trace. Ça va de pair avec les prononciations régionales du latin. Effectivement, le fait qu'on ait l'espagnol qui soit différent du français, ça implique bien que si elles descendent toutes du latin, bah dans certaines régions, le latin était un peu différent et évoluait différemment. D'accord? Ensuite, on dit pro Deo amor et pro Christian poblo, donc ça c'est du, si je ne m'abuse, du très vieux français, du français archaïque, donc pour l'amour de Dieu et pour le peuple chrétien, et je ne sais pas pourquoi il l'a mis là, qu'est-ce que ça a d'étrange, mais bon, vous voyez qu'on comprend assez bien. Et on est à une époque où le français ressemble encore beaucoup à l'espagnol. Alors là, on dit dans certains dialectes, certains mots avec une racine courte, short stems, survivent. Alors là, je pense qu'il veut parler des mots comme qui ont en fait un nominatif, donc le cas du sujet différent de tous les autres cas qui est souvent plus court, mais j'ai pas d'exemple parce que je ne me connais pas en dialecte italien. Alors, oculus non oculus, oculus non oculus, je vais essayer de pas dire de bêtises là-dessus, mais je pense que c'est un grammairien romain qui dit il faut dire oculus et pas oclus, ce qui implique, c'est un grammairien romain de l'Antiquité le dit, que des gens disaient oclus, que lui les corrigeait, et donc bah, dans ce cas-là, ouais, on est sûr en tout cas que le U au milieu a disparu en latin assez tôt, puisque on dit œil, on dit occhio en italien, on ne dit pas occolio, quelque chose comme ça. Donc il a bien disparu dès le latin, ça c'est à peu près sûr. Je ne sais pas s'il l'a tiré d'un grammairien latin ou pas celui-là. Et pour finir, la diglossie médiévale latine langue romane, ce qui veut dire le fait de connaître deux langues au Moyen-Âge, et le latin et la langue romane. Et là ça implique beaucoup de choses, alors je ne sais pas. On peut voir ça sous plusieurs aspects. On peut penser d'abord le fait qu'on va écrire avec une orthographe très latinisante, presque comme si c'était du latin, mais on va le lire d'une manière moderne. Donc par exemple, on va écrire le mot latin, mais on va le lire avec une prononciation plutôt française si on est en France, plutôt espagnol si on est en Espagne, mais de l'époque, bien sûr, de la langue romane de l'époque. Je ne sais pas s'il veut parler de ça, ou le fait que beaucoup de gens parlaient latin à cette époque. Un latin très influencé par les langues romanes modernes, mais quand même, ils parlaient et latin et la langue régionale, voire même plusieurs langues régionales. Là, on arrive vraiment dans une partie sombre. Bon, on va pas faire le thème horreur non plus, il faut pas exagérer, c'est les langues romanes. Mais on a un truc bizarre, je vous parlais tout à l'heure de l'accusatif qui a donné la plupart des mots. Et on dit l'italien. Et la forme du pluriel féminin en italien, ça vient du latin as, qui est l'accusatif. Sauf que comment on passe de as à e? Une des théories, ça serait que le s était transformé en i, ça fait aïe, qui après devient e. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, bon, ça me paraît quand même probable. Le lait est transgenre. Alors là, ça c'est assez intéressant. Au début, je vous ai dit en latin,
on a 3 genres. Masculin, neutre, féminin. Les est neutre, lac, lactis en latin. Donc, eh bien, on doit choisir. On n'a plus de neutre, donc il nous reste le masculin ou le féminin, sauf pour les quelques langues qui ont encore du neutre. Bah, certains ont pris le masculin en français, le, les. Mais d'autres ont pris, comme l'espagnol, le féminin, la leche. Donc, effectivement, c'est un mot transgenre dans le sens où il a, changé de genre, c'est-à-dire depuis le latin jusqu'à la langue moderne, qui a perdu le neutre, il a changé de genre, mais aussi d'une langue moderne à une autre langue moderne, on n'a pas le même genre. Ça, oui, d'accord. Interlingua, ça c'est une langue, c'est un peu comme l'espéranto, mais version langue romane, c'est-à-dire une langue qui est censée être compréhensible par tous les gens qui parlent déjà une langue romane. Donc ça c'est un projet récent, hein. Vous pouvez les chercher sur internet, c'est assez rigolo. Saputum, ça donne su, et c'est régulier. En latin, saputum, c'est une forme de latin vulgaire pour dire ce qui est su. Hein, c'est le participe passé. Mais le fait qu'on passe de saputum à su, et que ce soit régulier, donc en français, apparemment c'est ce qui est choquant. C'est vrai que c'est un peu choquant, mais effectivement, le oum à la fin, ça va disparaître. Le T, il va rapidement plus être prononcé non plus. Ensuite, on a le P au milieu va devenir un V, donc ça fait ça veut. Puis le A va s'affaiblir en E, ce U. Le V, qui vient du P, va disparaître aussi, et on a juste ce U. Je pense qu'on l'a testé à l'écrit, celui-là. Et après, le E va aussi être incorporé dans le U. Et donc, on va juste avoir su. Voilà. Et puis évidemment, le OU du latin va devenir U en français. Je vous parle ensuite du raddoppiamento fonosintattico. Donc là, simplement le redoublement syntaxique. C'est simplement quand, en italien, dans certains cas, entre deux mots, la fin d'un mot et le début d'un autre, on va voir le redoublement de la première consonne du deuxième. Ça, c'est un truc vraiment italien. Je crois que c'est pas tous les parlers italiens qui le font, mais en tout cas, ça existe. Bon, là, c'est plutôt propre à l'italien. On a parlé plus haut de la langue disparue aujourd'hui, latine parlée en Afrique, mais c'est par ici, British Romance, ça serait la langue latine parlée qui aurait ses propres particularités en l'île de Grande-Bretagne. Et je ne sais pas si on a retrouvé grand-chose de spécial là-dessus, est-ce qu'il y avait vraiment des particularités. Ce qui est vrai, c'est que les langues celtiques insulaires, donc l'ancêtre du breton, du gallois et du cornouaillais, ont emprunté énormément de mots en latin. Beaucoup de mots liés à l'organisation sociale, à la guerre, voilà, aux structures sociales qu'ont amené les Romains. Donc il y avait un contact entre les langues celtiques et romaines, ça c'est sûr. Maintenant, à quoi ressemblait la langue romaine? Est-ce qu'elle avait pris des mots celtiques? C'est assez intéressant, j'avoue, j'y avais pas pensé à ça. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-nous dans les commentaires. Ensuite, on nous parle de... Alors, comment on dit slope steepening en français? Littéralement, l'exagération de la pente en roumain. Alors, pas que en roumain, d'ailleurs en italien aussi. C'est le fait que on aime bien avoir... Ce sera un peu long à expliquer, mais il y a plusieurs niveaux de hiérarchie dans les consonnes. Et en général, au début d'une syllabe, on aime bien avoir d'abord une consonne comme un peu, un te, un que, donc une consonne sourde. Et plus on s'approche du centre de la syllabe, de la voyelle en gros pour les langues romanes, plus on va préférer avoir quelque chose comme un R, un L, un W, enfin un WE, pardon, etc. Il y a un certain ordre, c'est ça qu'il faut retenir. Or, plus cet ordre a une différence entre la première lettre et la deuxième, plus ça va être préféré selon les lois de Vennemann. Effectivement, ça a joué un rôle pour la transformation, par exemple, le fait qu'on ait en italien les mots comme piano, venant d'un planus, en latin, c'est ça, c'est l'agrandissement de cette pente. Transformer le L en quelque chose d'encore plus éloigné du P. Je ne sais pas si c'est très clair cette explication. Ça, et c'est vrai que c'est un phénomène qui explique beaucoup de changements. C'est-à-dire, il dit pourquoi il y a eu ce changement. Ça donne une motivation au changement, c'est assez intéressant. Ah, et on nous parle aussi, je vous ai dit tout à l'heure, le neutre a disparu. Soyez tranquille, il n'y a plus de neutre, il n'y a plus que deux genres, c'est plus facile. Mais non, on nous dit ici la déclinaison italienne du neutre. Alors, en dehors du fait qu'il y ait quelques dialectes un peu perdus italiens, d'ailleurs il en parle peut-être plus tard, mais qui gardent un troisième genre à part entière, surtout au centre de l'Italie, on a aussi des mots qui sont au singulier masculin et au pluriel féminin. Ils changent de genre. Mais il y avait déjà ça en latin d'une part, donc c'est pas vraiment des noms neutres. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, des fois, le pluriel, on a eu ça avec beaucoup de mots neutres qui ont été réanalysés comme des féminins, en français aussi. Pourquoi? Parce que les noms neutres au pluriel, ça se termine par un A. Or, les noms féminins au singulier, ça se termine par un A aussi. Donc on a vu, des mots qui se terminent par A,
on a dit que c'était du féminin singulier. Donc il y a eu ça aussi en français. On est dans l'avant-dernière partie de l'iceberg. Est-ce que vous êtes prêts? Là, on nous dit B et F sont aussi forts. J'ai pas vraiment la compréhension de ce à quoi il fait référence, parce que le F en gascon, en espagnol, etc., c'est souvent devenu un H, donc ça s'est affaibli, alors que le B, c'est pas forcément affaibli autant, donc je sais pas de quelle langue il parle, là. Mystère, si vous savez, mettez-le dans les commentaires. Voilà is Arabic voilà. Donc là, ça veut dire que voilà, ça vient de l'arabe Walla. Or, non, là je pense qu'il l'a mis parce que c'est les théories un petit peu farfelues. Il y a eu des contacts avec les langues romanes et l'arabe assez tôt. Donc surtout, et l'espagnol a été influencé, même au niveau de quelques mots comme ça très, très courants, par l'arabe. Par contre, pour voilà, non, ça a une origine tout à fait latine. C'est pas impossible que ça ait été un peu motivé, c'est-à-dire le fait que ça se ressemble, ça ait un petit peu boosté son usage, mais bon, pas en français médiéval, ça m'étonnerait. Albanian loanwords, alors, donc les emprunts à l'albanais. Alors je ne sais pas si c'est l'albanais qui a emprunté beaucoup au latin, ça c'est le cas. Je crois d'ailleurs qu'il y a plus de mots latins en albanais que de mots d'origine vraiment de l'ancêtre de l'albanais. Mais en tout cas, il y en a vraiment énormément. Si vous faites de l'albanais, vous verrez beaucoup de mots qui viennent littéralement du latin. Ou est-ce que c'est le contraire? C'est-à-dire, est-ce que le latin aurait pris quelques mots à l'albanais? Ça, franchement, j'ai pas d'exemple. Il doit y avoir des théories là-dessus, mais j'ai pas d'exemple. Le problème, c'est que l'albanais, avant le Moyen-Âge, on ne sait pas quelle langue c'était. On a des langues dans la même région géographique, mais on ne sait pas exactement lequel était l'ancêtre de l'albanais. Et on n'a pas non plus des dictionnaires complets. Non, on a juste quelques mots, des noms de lieux, quelques noms d'objets. Je ne pense pas qu'on puisse dire que des mots en latin étaient empruntés à l'albanais avec certitude. Enfin, parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'était l'albanais à cette époque. Le latin est créolisé avec le falisque. Donc, le latin, c'est une langue italique, il y a plusieurs langues italiques, et on parle souvent de latino-falisque, ou le contraire, parce que le latin était très proche du falisque, c'était dans une région en fait assez refermée entre eux, les locuteurs du latin et les locuteurs du falisque. Donc là, on est vraiment avant même la République, on a une époque assez ancienne, et là, il dirait que voilà, le latin était un peu mélangé avec le falisque. Là, ce qui est sûr, c'est que des fois, quand on a des phénomènes de contact entre les langues, on sait mal expliquer exactement d'où vient un mot. Parce qu'il y a certaines irrégularités qui en fait ne sont pas des irrégularités, mais sont des régularités dans l'autre langue, etc. Et ça rend un peu difficile de savoir exactement, pour certains mots, est-ce que celui-là venait par exemple du latin ou du falisque? Donc j'imagine que c'est à ce genre de difficulté qu'il fait référence. L'aspiration fantôme en F du vieux français. Là j'avoue, j'ai pas les compétences pour comprendre, mais admettons. Et là, on passe à la partie vraiment intéressante, la partie la plus sombre de l'iceberg, et on nous parle tout de suite d'un truc intéressant, la compréhension mutuelle, ou l'intelligibilité mutuelle, des langues latines, ou des langues italiques, et des langues italiques, c'est le latin, le falisque dont on parlait tout à l'heure, le français est techniquement une langue italique, puisqu'on en est le descendant, et des langues celtiques. Et là, ça fait référence à beaucoup de textes, par exemple de César, qui va dire oui, nous, on a écrit en grec pour que les espions gaulois n'interceptent pas et ne comprennent pas nos messages. Sous-entendu, est-ce que les Gaulois parlaient latin simplement parce qu'ils l'avaient appris ou parce que les deux langues étaient très proches? Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes entre ces deux langues. Et beaucoup pensent d'ailleurs qu'il y avait une famille donc italo-celtique, c'est-à-dire que l'ancêtre et des langues celtiques et des langues latines étaient un même ancêtre. Et après, on remonte à l'indo-européen, mais qui est un espèce de nœud qui est donné, ces deux grandes familles. Il y a clairement beaucoup de correspondances. Mais est-ce que c'était vraiment compréhensible? C'est probable qu'il y ait quand même des facilités pour se comprendre avec les deux langues. De là à dire que c'était complètement, par exemple, comme on pourrait dire entre un italien et un espagnol aujourd'hui, je ne pense pas. Mais je n'étais pas là pour vérifier. Latin never had native speakers. Le latin n'a jamais eu de locuteur natif. Ouais, là c'est un point de vue qui se défend dans le sens où le latin classique, je vous disais, c'était une langue plutôt de littérature, une langue un peu fabriquée, un peu artificialisée, et donc personne n'apprenait directement cette variété, mais plutôt une variété un peu plus vulgaire, et apprenait lors de ses études, lors de son studium, vraiment la langue, la norme littéraire,
Ou je pense quand même que dans les grandes familles, on apprenait directement cette langue littéraire, non? Je ne sais pas. Franchement, je n'étais toujours pas là à l'époque. Il faudrait, là, il faut qu'on s'intéresse surtout aux lettres. Par exemple, comment Cicéron parle dans ses lettres. Est-ce que c'est vraiment différent de ses discours? Même si ça reste un outil littéraire, mais quand même, il parle de sa vie, etc. Non, c'est très difficile de répondre à cette question. Alors là, j'avais jamais pensé à ça, il nous dit les langues romanes sont une Sprachbund, donc une aire linguistique Carthago Delendaist, qui partage des caractéristiques communes. Donc que en fait toute l'ère romane, donc français, italien, etc., partagent beaucoup de caractéristiques communes, et on peut voir ça plutôt que comme tout descendant du latin, comme des langues qui ont des contacts et qui s'auto-influencent les unes les autres. J'imagine que c'est ça qu'il voulait dire, je suis pas sûr. Ah non, c'est pas ça qu'il voulait dire, je pense. Je pense qu'il voulait dire que justement... Non, en fait, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Est-ce qu'il veut parler de... Non, parce qu'il voulait dire Balkansprachbund, si vous voulez parler des Balkans. Donc non, je pense qu'il veut juste dire que ça partage des caractéristiques communes. C'est vrai qu'on a un subjonctif, c'est pas si courant que ça, les langues qui ont du subjonctif. On a un ordre qui est à peu près le même. On a des pronoms assez embêtants, hein, demander à beaucoup de gens qui parlent des langues où le pronom c'est juste une ou deux formes max. Le fait d'avoir autant de formes dans les langues latines, c'est un peu spécifique aux langues latines. On a un singulier, un pluriel, un masculin, un féminin. Il y a plein de langues où il n'y a pas de masculin, pas de féminin, il n'y a même aucun genre, où il y a plus. Donc effectivement, il y a plein de caractéristiques qui font de toutes les langues romanes une unité. Alors, on peut voir ça simplement comme le fait qu'il y a des descendent de la même langue, donc c'est normal qu'elles aient les mêmes caractéristiques. Et ce qui serait différent là-dedans, qu'on ne pourrait pas classer du coup dans cette hypothétique Southern European Sprachbund, ce serait les langues comme le roumain, la roumain, etc., qui elles ont des caractéristiques plutôt partagées avec le grec, l'albanais, le croate, etc. Donc oui. Alors ensuite on dit quelque chose d'intéressant, donc le dalmate n'est pas italo-dalmate. C'est-à-dire que le dalmate soit une branche à part entière des descendants du latin, donc ça ne serait pas une langue italienne, comme peut être l'italien, le vénitien, etc. Soit sa branche à part. Donc vous savez que le dalmate, ça s'est éteint au 19e siècle, mais on a beaucoup de carnets remplis du dernier locuteur qui a été interviewé par un linguiste italien, j'ai oublié le nom, je vous le mettrai à l'écran si j'y pense, et effectivement c'est une langue qui a des particularités. Est-ce que c'est... Alors beaucoup ont voulu y voir le maillon manquant entre les langues italiques et les langues est-latines, donc le roumain, la roumain, etc. Mais je crois qu'on en est un peu revenu de ça. Bon là on a un peu d'humour, le québécois est compréhensible, c'est censé être quelque chose de... le québécois ça me paraît quand même compréhensible, on voit bien que c'est une langue latine. Ça, justement, quand on parle de Sprachbund, donc groupe linguistique qui a des caractéristiques qui se ressemblent, le québécois a à peu près toutes ces caractéristiques quand même, donc un petit peu exagéré. Donc voilà, c'était un petit iceberg, un petit contenu non préparé. J'espère que ça vous a plu. On se revoit une prochaine fois avec des vidéos un peu plus préparées, mais je vais essayer de reprendre un petit peu le rythme de la rentrée. N'hésitez pas à regarder les vidéos courtes. On se revoit une prochaine fois sur Quid Neuf.